D'abord, je voudrais commencer par l'idée que toute révolution scientifique, politique, philosophique, morale, dans l'histoire de l'humanité, est systématiquement passée par 3 étapes. D'abord, elle a été considérée comme ridicule, ensuite elle a été considérée comme dangereuse, et ensuite elle a été considérée comme évidente. Prenez le droit de vote des femmes. 1789, c'est ridicule, soyons sérieux. Bon, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on parle même pas des femmes dans tout ça. 1889, c'est dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle au bout d'un moment. 1989, avec beaucoup de recul depuis 1944, les femmes votent, and so what, c'est évident. L'abolition de l'esclavage, c'est la même dynamique, etc., etc. Et là, je voudrais vous parler de cette deuxième renaissance dans laquelle on est en train d'entrer, puisque aujourd'hui, vraiment, en 2015, on est en train d'entrer calmement, difficilement, dans une seconde renaissance. Le dernier point pour moi de cette renaissance, et le plus important de tous, c'est le biomimétisme, c'est l'art d'extraire de la connaissance de la nature. Eh bien, le biomimétisme, en fait, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste qui est l'économie de la connaissance. Alors, je vais vous faire une petite introduction courte sur l'économie de la connaissance parce qu'elle est absolument fascinante. Pourquoi faire de l'économie de la connaissance? Pour une raison très simple, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et ça change tout quand vous y réfléchissez bien, parce que les matières premières ne sont pas infinies. Si nous basons notre croissance économique sur les matières premières, eh bien, il y a une contradiction mathématique inévitable entre croissance infinie et matières premières finies. Mais si nous basons notre croissance économique sur la connaissance, eh bien, il n'y a plus de contradiction entre croissance infinie et connaissance qui est infinie aussi. L'économie de la connaissance est très particulière en ce sens qu'elle est régie par des lois différentes de l'économie des matières premières. Ces règles sont très simples. Il y en a 3, 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première règle, c'est que les échanges sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. Mais si je vous donne de la connaissance, elle est encore à moi. Là, je vous donne de la connaissance, a priori, quand je vais sortir de cette pièce, je ne serai pas plus bête qu'en y rentrant. Alors que si je vous donnais 20 € à chacun, je serais moins riche. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ça change absolument tout parce que, véritablement, quand vous partagez une pizza, si vous donnez une part à quelqu'un, ça en fait moins pour vous. Quand vous partagez une connaissance, ça n'en fait pas moins pour vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième règle de l'économie de la connaissance, c'est que les échanges ne sont pas instantanés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Transférer 20 € ou 20 millions d'euros, c'est instantané. C'est une signature sur un chèque. En propriété, les transferts de propriété sont instantanés. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, on a du trading haute fréquence, dont la limite légale est la nanoseconde, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire 1 milliard de transactions par seconde. Mais la connaissance, il n'y a pas de trading haute fréquence dans la connaissance. Cette conférence, elle prend du temps. Transférer de la connaissance, ça prend du temps. Je ne peux pas vous donner la physique quantique en 2 minutes. Par contre, 20 € ou 20 millions d'euros, ça prend le même temps, c'est une signature sur un chèque. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la dernière règle est une bonne nouvelle, c'est que les combinaisons de connaissances ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez 20 € et 20 € et que vous les mettez ensemble, ça fait 40 €. Quand vous prenez 1 kilo de riz et un autre kilo de riz et que vous les réunissez, ça fait 2 kilos de riz. Mais quand vous prenez 1 kilo de connaissances et que vous le réunissez à un autre kilo de connaissances, ça fait 3 kilos de connaissances. Quand vous regroupez 2 connaissances, ça crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire triviale, mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. Et bien donc le biomimétisme s'inscrit dans ce paradigme de l'économie de la connaissance. Et c'est là que je veux que vous voyez vraiment à quel point c'est une révolution sociale, environnementale, avant d'être une révolution technologique. Parce que le biomimétisme, on peut le résumer de cette façon. Imaginez que nous ayons vécu dans une bibliothèque sans le savoir, depuis des générations. Imaginez qu'on ait vécu dans une salle depuis des générations et qu'il y avait des livres sur les étagères, mais qu'on ne savait pas que c'était des livres. Et on les brûlait pour se chauffer. Et puis un beau matin, on se réveille, on voit qu'en fait ce sont des livres, qu'il y a des schémas, qu'il y a des technologies, qu'il y a des médicaments, qu'il y a même des modes d'organisation sociale dedans, comme les termitières, etc. Et donc on sort les livres du feu, et puis on tape dessus, on voit que les pages sont à moitié brûlées, et qu'il y a plein d'innovations dedans. Et bien cette bibliothèque, c'est la nature, et le biomimétisme, c'est la science qui dit « la nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler ». Si on exploite la nature comme une source de matière première, on est destiné à la diviser et à la détruire. Si on l'exploite aussi comme une source de connaissances, eh bien il n'y a plus de conflit d'intérêts entre croissance et nature. Et c'est là que le biomimétisme est une révolution sociale.
La nature, en fait, elle est high-tech. Elle est incroyablement high-tech. À votre avis, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du phytoplancton, absolument. C'est une diatomée. Et cette diatomée, en fait, son squelette est en silicium. La distance ici entre deux branches, là, vous voyez deux petites branches, là, c'est 10 nanomètres. Je vous ai mis à la même échelle ce que fait Intel. C'est-à-dire, quand Intel imprime des semi-conducteurs, ça ressemble à ce que vous voyez en bas. Les puces que vous avez dans vos ordinateurs, c'est les puces de droite, 22 nanomètres. Intel, aujourd'hui, est très en retard pour sortir des puces à 14 nanomètres. Quand Intel part dans un projet comme ça, passer de 32 à 22, c'est une aventure à 10 milliards. La diatomée fait mieux, sans salle blanche. Qui est le plus high-tech entre les deux, là? À la même échelle, qui est le plus high-tech? La diatomée le fait sans salle blanche, sans consommation énergétique excessive. Elle imprime mieux en bout de chaîne, mais son processus industriel est meilleur également. La nature est littéralement high-tech. Et le biomimétisme dit véritablement, si on exploite la nature comme une source de connaissances, on a beaucoup plus à y gagner. Et en plus de ça, on transcende le conflit d'intérêts, croissance-nature. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Attendez 2 secondes. Ça. C'est de la peau de requin. C'est un exemple... Un des exemples les plus cités en biomimétisme, ce sont des dents. En fait, le requin est couvert de dents. La prochaine fois que vous caresserez un requin, vous saurez pourquoi c'est rugueux, il est couvert de dents. Mais je vous présente en fait là le meilleur revêtement anti-turbulence au monde. Il est meilleur que les revêtements développés pendant la guerre froide pour les sous-marins nucléaires. Il est tellement bon qu'Airbus s'en est inspiré pour l'A350. Et il est tellement bon que ce sont les combinaisons interdites de Speedo au JO de Pékin. Là, vous voyez Michael Phelps avec une de ses combinaisons qui a battu, je crois, 7 ou 8 records du monde. C'est un revêtement anti-fouling et du coup, BASF s'en est inspiré pour faire une peinture anti-fouling qui est la meilleure au monde. Ici, vous avez une céramique. Cette céramique est absolument incroyable. Ce sont plein de feuillets empilés. Alors, n'importe quel ingénieur en matériaux dira quand vous avez plein de feuillets empilés, ça c'est un très bon blindage. Une rame de papier de 500 pages, ça arrête une balle de fusil pour le coup. Ça fait 10 millions de pages. Ça arrête un bazooka à charge creuse. Qu'est-ce qui fabrique ça? C'est un fruit de mer. L'ormeau, absolument. L'ormeau, ça peut vous blinder un char Leclerc. Cette céramique est meilleure que les nôtres, meilleure que les céramiques de qualité militaire, mais en plus de ça, le processus industriel est bien meilleur aussi. Ça pollue pas, ça. Ce petit coquillage, il produit une toxine. La muconotoxine, c'est un cône du Pacifique, très dangereux, mais si vous avez des gants, aucun danger puisque le dard ne pénètre pas un gant de plongée. Ce coquillage, il est vendu à 3 $ sur les marchés parce qu'il est joli. C'est vraiment pour moi la représentation du fait qu'on brûle la nature au lieu de la lire parce que, vraiment, 3 $ le coquillage, c'est une des utilisations les plus débiles qu'on pouvait faire de ce coquillage. Avez-vous une idée du prix de sa toxine au kilo? 1 kilo d'or, on va prendre ça comme étalon, 1 kilo d'or c'est 30 000 €. À votre avis, ça va chercher dans les combien cette toxine? 100 000, donc 3 fois l'or. C'est plus. C'est plus que 100 000. Je vous laisse faire le calcul, 800 $ le milligramme. Ça nous fait du 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Autre application biomédicale, la moule. Le fil que la moule utilise pour coller au rocher, on l'appelle le byssus. Je vous présente la meilleure colle connue de l'homme. Meilleure que les colles polycomposants de la NASA, et bien évidemment meilleure que les colles commerciales. Vous pouvez absolument pas coller une moule à un rocher avec de la superglue ou du néoprène. Ce byssus, il fonctionne, il est effectif à forte salinité, basse salinité, température ambiante très basse ou relativement haute, il résiste aux UV, et il résiste aux forces de flambement et de torsion des vagues. Donc vous avez une colle exceptionnelle. Mais en plus, ça ne pollue pas. Alors, ça sera mon dernier cas. La crevette menthe religieuse. Alors elle, c'est la crevette de tous les records, quoi. Cette crevette peut vous péter une main ou un bras. Elle est grande comme une langoustine. Il y en a 400 espèces dans le monde. Et vous voyez ici, elle a des petits marteaux là. Un peu comme des marteaux à fruits de mer, pour casser des tourteaux. Et c'est justement ce qu'elle fait. Elle casse des crabes avec. Seulement quand elle envoie son marteau pour casser un crabe, elle lui donne l'accélération d'une balle de fusil d'assaut. Si nous on était capable d'envoyer une balle de baseball à 1/10 de cette accélération, on la mettrait sur orbite.
Ce marteau casse évidemment un aquarium blindé, puisqu'il a l'énergie cinétique, il aura la vélocité finale d'une balle de fusil, mais il a une masse supérieure. Cette crevette, quand elle envoie son marteau, il se forme des étincelles sous l'eau. Ça va tellement vite que vous avez des étincelles. Et ces étincelles, on les a mesurées à 22 000 Kelvin, c'est la température à la surface du Soleil. Quand cette crevette envoie ses marteaux, il se forme une bulle d'air autour qui s'appelle une bulle de supercavitation. La supercavitation a été étudiée au départ par l'armée russe pour faire des torpilles qui peuvent aller à plus de 150 km/h sous l'eau. Et la supercavitation aujourd'hui, le meilleur modèle d'étude que vous avez, c'est cette crevette. Mais c'est pas fini. Cette crevette, ses yeux, parce qu'après tout, si la nature est une bibliothèque, chaque espèce est un livre entier. Moi, je vous ai parlé que du chapitre marteau, mais je peux vous parler du chapitre yeux. Les yeux des chiens ont 2 types de cônes différents pour reconnaître les couleurs. 2 types de cônes. Nous en avons 3. Cette crevette en a 16. Elle est très colorée, mais la couleur que nous on voit, ce n'est rien par rapport à celle qu'elle voit. Les Américains se sont inspirés de ses yeux pour concevoir une caméra qui permet de détecter rapidement les cellules cancéreuses dans les biopsies. C'est une caméra bio-inspirée tirée des yeux de cette crevette. Et les yeux de cette crevette possèdent l'écran solaire le plus efficace connu de l'homme. Ces écrans solaires sont très intéressants commercialement parce que nos écrans solaires sont des perturbateurs endocriniens pour les coraux. Et quand on se baigne avec de la crème solaire, eh bien, on détruit les coraux. Si on avait ces écrans solaires, on serait mieux protégé et on ne détruirait pas les coraux. Alors je conclus. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet, le radeau des cimes. Je crois que c'était un projet français. Donc c'était étudier la canopée de façon complètement non invasive, sans la détruire, en déposant comme ça cette espèce de grand radeau pour étudier cet écosystème. Donc si on part du principe que la connaissance c'est le nouveau pétrole, 1. Et 2, que la nature est pleine de connaissances. Ça, c'est la nouvelle plateforme pétrolière. Donc imaginez que nos arrière-petits-enfants débarquent aujourd'hui. Ça, c'est une plateforme pétrolière marine, donc. Et nos arrière-petits-enfants débarquent, ils nous disent, attendez, en 2015, les gars, vous saviez que dans la nature, il y avait des raccourcis R&D à 10 milliards, il y avait des matériaux anti-turbulence exceptionnels, des céramiques dont le développement marché est supérieur à 1 milliard. Je vous ai même pas mis tous les autres exemples. Il y avait des toxines qui valent 800 millions de dollars le kilo. Certaines valent jusqu'à 1 milliard le kilo aujourd'hui. Un baril de pétrole, ça vaut combien ? 50 dollars ? Je crois qu'on doit être à 30 centimes le litre. 30 centimes le litre pour le pétrole. 800 millions de dollars le litre. Et donc, imaginez que nos arrière-petits-enfants disent, attendez, vous saviez tout ça ? Et vous, sans déconner, vous extrayez le pétrole de la mer ? Comme je vous l'ai dit, toute idée passe par ces 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est ridicule. Que ça, ce soit la nouvelle plateforme pétrolière, c'est complètement ridicule. Si c'était pas ridicule, le Brésil arrêterait de brûler la forêt. Et le Brésil en mettrait partout, des comme ça. Dans le biomimétisme, un écosystème inexploité, c'est comme une nappe pétrolière. Sauf que, quand vous l'exploitez, vous ne le détruisez pas. Vous prenez le livre, vous en faites une photocopie et vous le remettez en rayon. Et en plus, il y a beaucoup plus d'argent à faire comme ça. Donc c'est juste plus rationnel de faire comme ça. Alors voilà donc la fin de ma présentation sur le biomimétisme. Je vous donne simplement un épilogue pour vous parler de la Blue Economy, qui est l'application du biomimétisme à l'industrie. Et la Blue Economy, c'est une 3e histoire que je ne développerai pas, mais dont je vous donne simplement l'incipit, qui est imaginer un monde sans déchets. Dans la nature, les déchets n'existent pas, parce que la nature produit en cycle. Mais nous produisons en ligne. Et du coup, nous sommes la seule espèce aujourd'hui qui produit des choses dont personne ne veut. Et quelque chose dont personne ne veut, ça s'appelle un déchet. Eh bien, Ellen MacArthur d'une part et Gunther Pauli d'autre part ont mis en place un paradigme qui démontre en fait que polluer zéro peut rapporter beaucoup plus. Eh bien, la Blue Economy, c'est la phrase de Gunther Pauli, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Et si nous faisons comme ça, nous serons non seulement beaucoup plus rentables, mais en plus il n'y aura plus de déchets. C'est ma conclusion. Merci beaucoup.